Bonjour à tous. Je m'appelle Renaud Chevalier, je suis directeur du training. Mon métier de Publicis Sapient, mon métier c'est coach agile et formateur. Et je vais vous présenter pendant 30 minutes la réponse de SAFe au dilemme de l'innovateur. Alors, pour commencer, un petit peu de why. D'où vient ce slot? D'où vient cette idée de slot? Elle vient d'une étude qui a été publiée par Michel Levasselot, qui est dans la salle là-bas, en avril, sur l'état des lieux du SAFe Lean Portfolio Management en France. Et dans cette publication, il y a un chiffre qui me saute aux yeux, c'est 18%. 18% des entreprises qui disent faire du Lean Portfolio Management SAFe en France implémentent l'investissement par horizon. Seulement 18%. Et si on regarde tous les chiffres, c'est la pratique la moins implémentée. Et ce chiffre, du coup, il m'interpelle parce que moi, cette pratique, elle me parle. Je pense que l'investissement par horizon, c'est le chaînon manquant pour faire basculer une entreprise du mode projet au mode produit. Ça tire une vraie réflexion stratégique, ça tire des comportements, parce que c'est une réflexion budgétaire. Donc il y a beaucoup de choses qui en découlent et c'est la pratique la moins implémentée aujourd'hui en France, selon l'étude de Michel Levasselot. Donc j'ai voulu faire ce slot pour essayer de donner envie, surtout que nous sommes en septembre et les exercices budgétaires des entreprises ont commencé, budget 2022. Donc ce slot pour essayer de vous donner envie d'utiliser cette pratique dès maintenant pour votre budget 2022. C'est un peu l'objectif que je me suis fixé pour cette conférence. Ce chiffre, 18%, il ne m'étonne pas au final parce que quand on regarde les formations SAFe, notamment la Leading SAFe, qui est la formation la plus générique et donnée à plus de monde, cette pratique, elle représente un seul slide. Un slide dans la formation, ça arrive en fin de formation, c'est des formations qui sont assez denses, 300 slides, et il y a un seul slide dessus avec un titre, et ça manque de sens. Du coup, les gens passent à côté. Et je le constate dans les formations, les gens ne comprennent pas, ne se projettent pas. Et donc, je me suis, dans ce défi que je me donne d'essayer de vous donner envie d'utiliser cette pratique cette année, eh bien, j'ai soulevé le capot et moi-même, je suis parti en quête de sens, essayer de trouver un argumentaire. Vous savez, l'argument qui fait que, ah ouais, effectivement, cette pratique, elle est indispensable. Donc, j'ai essayé de creuser un petit peu toutes les références de SAFe, parce qu'il y a pas mal d'articles qui sont poussés au travers de ça. Et en creusant, je n'ai pas trouvé vraiment l'argument qui faisait que ça pouvait trancher. Et l'argument, je l'ai trouvé, paradoxalement, dans la formation PSPO2 de Scrum.org. Donc c'est en faisant une formation Scrum que j'ai compris une pratique de SAFe. Donc je trouvais ça assez drôle. Et en fait, cette pratique, l'investissement pour raison de temps, elle répond au dilemme de l'innovateur. Du coup, qu'est-ce que c'est que le dilemme de l'innovateur? Le dilemme de l'innovateur, ça vient de ce bouquin, The Innovator's Dilemma, de Clayton Christensen. Et dans ce bouquin, Christensen, il raconte que les entreprises matures, les entreprises leaders sur leur marché, eh bien, elles échouent 9 fois sur 10 à rentrer sur un nouveau business. 9 fois sur 10. 90% du temps, une entreprise mature, leader sur son marché, échoue à rentrer sur un nouveau business. Et du coup, qu'est-ce que c'est que le dilemme de l'innovateur? C'est un concept qui explique que ces entreprises matures, leaders sur leur marché, eh bien, elles échouent à innover, elles perdent progressivement leur position sur le marché. L'innovation n'étant pas au rendez-vous, eh bien, ces entreprises leaders déclinent avec le temps. La croissance décline avec le temps. C'est ça ce que raconte ce bouquin, Le dilemme de l'innovateur de Christensen. Alors, quand on creuse le bouquin, Christensen il explique qu'en fait, les entreprises leaders, elles sont confrontées à deux choix perdants. Premier choix, c'est de défendre ce qu'ils appellent l'activité historique. C'est ce qui fait gagner de l'argent à l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise, elle gagne de l'argent avec des produits, elle a une position de marché, ainsi de suite. Et donc, l'idée de ce choix numéro 1, c'est de renforcer cette position. On augmente les volumes, on augmente la rentabilité, les marges, et ainsi de suite. On renforce cette position. Premier choix. Le deuxième choix perdant que décrit Christensen, c'est parier sur une rupture. Une nouvelle technologie arrive, il y a des nouveaux produits émergents, les besoins des utilisateurs ne sont pas encore là, mais on parie dessus parce qu'on pense que c'est l'avenir. Et donc, on investit massivement dessus. Ces entreprises leaders sont confrontées régulièrement à ces deux choix-là. Et ce que raconte Christensen, c'est que malheureusement, le résultat, quasiment à 100% des cas, c'est que les entreprises matures choisissent le choix numéro 1. Elles continuent d'investir dans leurs produits historiques pour augmenter la rentabilité, les marges, et ainsi de suite. Généralement, les entreprises font ce choix-là. Alors la question que je me suis posée derrière, c'est qu'est-ce qui les amène à faire ce choix numéro 1? Et encore une fois, dans le bouquin de Christensen, il explique qu'en fait, il y a le failure network.
le réseau de l'échec. Et cet aboutissement au choix numéro 1, il y a des entreprises comme Kodak qui le connaissent très bien. Et ce n'est pas la seule. Ce que dit Christensen, c'est que ça se répète. Ce failure network se répète, se répète, se répète. Alors qu'est-ce que c'est que le failure network? C'est 6 étapes qui amènent justement à cette décision sur le choix numéro 1. Première étape, le paradoxe, c'est que ces grandes entreprises leaders sur leur marché, très souvent, quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, eh bien, il y a quelqu'un dans l'entreprise qui la teste. Il y a quelqu'un qui voit la nouvelle technologie et qui décide de la poker dans un coin de l'entreprise. Et ils arrivent à en faire quelque chose qui est potentiellement utilisable par une cible. L'étape numéro 2, une fois que ce POC est sorti d'un coin de cette grande entreprise, c'est qu'on essaye de voir si ça se vend en fait. Et donc on confie à nos équipes métiers, à nos équipes marketing, justement des tests sur la base de ce POC à nos clients. Le problème, c'est que cette technologie disruptive très en avance de phase, elle ne répond pas aux besoins des clients de l'entreprise. Elle répondra potentiellement à d'autres clients. Et ce qui se passe, c'est que les clients d'aujourd'hui de l'entreprise, du coup, ne valident pas le POC. Donc le POC est rejeté. L'autre grande entreprise qui était là dès le départ sur une nouvelle technologie rejette ce POC parce que les tests ne sont pas faits sur les bonnes populations. Du coup, étape numéro 3, que fait l'entreprise? Elle décide de renforcer son investissement dans son activité historique. Donc on augmente les marges, les volumes et ainsi de suite. Mais cette nouvelle technologie, il y en a d'autres qui la voient arriver. Et étape numéro 4, c'est là où on voit arriver les startups. Des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, sur cette nouvelle technologie-là, qui commencent à créer des produits et qui commencent à essayer. Et le paradoxe, c'est que c'est souvent d'anciens employés de la grande entreprise qui ont créé cette start-up-là, qui sont partis pour pouvoir aller prendre le marché sur cette nouvelle technologie. Étape numéro 5, du coup, ces nouvelles entreprises, start-up, vous connaissez un peu le fonctionnement, eh bien, elles vont itérer, vont faire du test and learn, elles vont essayer de développer le produit sur la base d'écoute des clients qu'ils essayent d'attraper. Donc, ils font évoluer la nouvelle technologie, ils font évoluer le POC. Et puis, le produit, au bout d'un moment, les produits, au bout d'un moment, ils commencent à rencontrer leur marché, puis ils rentrent dans une phase de croissance. Et on verra les phases de croissance de produits, des fois, ça va très vite. Et du coup, il y a un moment donné où le marché bascule. On est à l'étape numéro 6, le tipping point, un point de bascule. Et là, la grande entreprise qui était là au départ, qui avait poké la nouvelle technologie, se retrouve complètement à dépourvu. Elle est en retard. Elle voit sa clientèle partir. Et là, on est en train de sortir les rames. On essaye de rattraper le retard sur une techno du coup, qu'on ne maîtrise pas. Et le temps de maîtriser la techno, eh bien, grosso modo, c'est trop tard. C'est ce que Christensen appelle le failure network. C'est ce qui s'est passé chez Kodak. Kodak, c'était les premiers à inventer l'appareil numérique. Ils ont loupé la rupture. Et vous connaissez la suite. Et il y a plein d'entreprises qui vivent ce schéma-là. Alors du coup, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de ce raisonnement-là, de ce chemin-là? Et Christensen explique que la base, la cause racine de ce modèle, c'est qu'en fait, il y a une confusion, une méconnaissance de deux concepts d'innovation. La première chose, c'est qu'il faut distinguer l'innovation incrémentale de l'innovation disruptive. Et les entreprises, généralement, quand elles disent on innove, elles sont en train de faire de l'incrémental. L'incrémental, c'est qu'on est en train d'améliorer nos produits existants. On cherche à satisfaire les clients qu'on a déjà. Et donc, on investit pour améliorer les produits, et ainsi de suite. L'amélioration disruptive, ce n'est pas ça. C'est qu'on cherche à identifier, à trouver les besoins futurs des clients. Donc aujourd'hui, tester auprès d'un panel utilisateur une techno en rupture, potentiellement, il n'y a pas de feedback puisque ce ne sont pas encore les besoins des utilisateurs. C'est quelque chose qui prendra du temps. Et les entreprises, quand elles rentrent dans le failure network, eh bien, c'est qu'elles confondent les deux, l'incrémental et le disruptif. Alors du coup, la question qui vient derrière, c'est comment éviter le cas Kodak. Comment sortir de ce schéma de l'erreur. Comment ne pas faire le choix numéro 1. Pour en sortir, il faut prendre conscience des courbes d'adoption. Et ici, je vous ai positionné deux courbes d'adoption, celle du cycle de vie d'un produit et la courbe d'adoption d'une technologie. Donc, on trouve également ça dans le bouquin de Christensen, qui explique qu'en fait, un nouveau produit, une nouvelle technologie suit une courbe d'adoption en S. Ça suit un S. Vous avez à gauche, à droite à l'écran en rouge, le cycle de vie d'un produit. On trouve un S qui commence par une phase d'introduction, une phase de croissance, une phase de maturité et une phase de déclin.
Et sur la partie à gauche, en bleu, vous trouvez justement cette technologie qui est adoptée par un marché, jusqu'à un moment où le marché, la technologie est adoptée par tout le marché, 100%. Et on retrouve en vert les populations qui adoptent au fur et à mesure ces marchés-là. Ces courbes sont très connues, c'est des courbes produits très connues, ces études de Moore et de Rogers. Quand on fait du product management, on voit souvent ces courbes-là, avec surtout en gris là-bas le crossing the chasm, qui est une phase de temps où justement le produit, la nouvelle technologie est en train d'être adoptée. C'est une phase de temps qui peut être très longue ou très courte. Et c'est crossing the chasm, c'est franchir le gouffre pour justement trouver sa cible, trouver sa clientèle, trouver son marché. Donc, un nouveau produit, une nouvelle technologie suivent une courbe d'adoption en S. On est en train d'essayer de comprendre comment sortir du failure network. Les nouvelles technologies, les produits suivent une courbe d'adoption en S. Et du coup, si les nouveaux produits suivent une courbe d'adoption en S, parce qu'il faut qu'on parle argent quand même, là on est sur un sujet d'innovation et de sujet de gestion budgétaire, c'est que l'entreprise commence à gagner de l'argent à partir du moment où on arrive sur le haut du S. La phase de démarrage, la phase de croissance, ce sont des investissements. L'entreprise, à ce moment-là, ne gagne pas encore de l'argent. Le revenu arrive sur la courbe sur le haut du S. Et du coup, il y a un moment donné, ça s'arrête. C'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de revenus, parce que ça décline. Comment maintenir une croissance d'entreprise si à un moment donné, on n'a plus de revenus? À un moment, ça s'arrête. Et pour pouvoir travailler une croissance, il est intéressant d'utiliser les revenus qu'on gagne aujourd'hui pour pouvoir investir sur des choses qui potentiellement généreront les revenus de demain. Si on attend de plus avoir de revenus pour investir sur des nouvelles technologies, en fait, on n'a pas de cash pour pouvoir investir. Donc, il faut prendre conscience que ce sont des S et qu'à un moment donné, les revenus de l'entreprise s'arrêtent. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour maintenir la croissance d'une entreprise? Comment est-ce qu'on peut faire pour créer un moteur de croissance fiable? Eh bien, du coup, il est important de penser à l'avenir. Il est intéressant de penser par horizon de temps. Imaginons qu'aujourd'hui, nous ayons des produits en rouge. Dans la zone grise, on voit, vous êtes ici. On a des produits en rouge qui assurent les revenus de l'entreprise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du cash, on a de l'argent qui vient, tout va bien, l'entreprise est leader sur son marché, tout va bien. Ces revenus, il est important de les utiliser aujourd'hui pour investir dans des produits en vert, des produits qui sont en croissance. On investit aujourd'hui parce qu'on pense que ces produits qui sont en croissance vont assurer les revenus de l'entreprise demain. Mais il est également intéressant de regarder un coup encore derrière, c'est d'investir aujourd'hui dans des nouvelles technologies qui assureront les revenus de l'entreprise dans un troisième horizon de temps. Aujourd'hui, on a des produits matures qui assurent les revenus, on investit dans des produits qui sont en croissance, on investit dans une nouvelle technologie qui assureront les revenus dans un troisième horizon. Ce que je vous montre là, en fait, c'est le framework de McKinsey qui s'appelle The Three Horizons of Growth Framework. Framework de McKinsey, et on va voir qu'il y a un lien avec Safe là-dessus, qui est un cadre d'entreprise pour créer un moteur de croissance fiable. L'idée, c'est de gérer les investissements dans la croissance, donc sur les activités aujourd'hui de l'entreprise qui assurent les revenus, sans négliger le futur. On est dans une logique d'anticipation, de projection. On est en train de penser à l'innovation, au futur de l'entreprise. Et donc, dans ce framework de McKinsey, eh bien, il décrit qu'il y a 3 horizons de temps d'investissement budgétaire pour assurer cette croissance de l'entreprise. Horizon numéro 1, les produits en rouge, eh bien, ce sont les produits qui permettent aujourd'hui à l'entreprise de maintenir sa situation de marché, d'assurer les revenus. En vert, ce sont les produits qui sont en croissance. On est sur des business émergents. Ils vont devenir les produits rouges de demain. Et en bleu, horizon 3, ce sont les produits, les nouvelles technologies qui arrivent et les produits qu'on teste aujourd'hui, qu'on POC, qui créent des options pour l'avenir de l'entreprise. Tout n'ira pas un jour en rouge, mais il faut les tester aujourd'hui pour justement y aller. En rouge, on appelle ça les vaches à lait. Les vaches à lait, c'est ce qui permet à l'entreprise de récupérer de l'argent sans avoir beaucoup d'investissement. J'ai mis les références sur les slides. Ça, c'est du coup, vous le trouvez sur le site de McKinsey. Il y a un podcast associé. En fait, celui qui l'a inventé, c'est Steve Collet, qui est principal à Chicago. Et dans le podcast, il décrit ce framework un peu plus en profondeur. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce que j'ai mis en rouge ici. Il explique que pour que ça marche, ce que j'ai noté, ce que je retiens, pour que ça marche, c'est qu'il faut qu'il y ait des profils de managers déjà qui soient différents pour piloter chacun des horizons de temps. On ne met pas les mêmes profils pour piloter des produits en horizon 1, des produits en horizon 2 et des produits en horizon 3. Pour aller piloter de l'horizon 3, il est important d'avoir des gens qui sont des champions, des visionnaires.
Pour piloter de l'horizon 2, il est important d'avoir des gens qui savent créer un business. Et pour piloter de l'horizon 1, on est sur des senior managers qui gèrent justement des plans business de l'entreprise. Deuxième chose que j'ai notée d'intéressante dans ce podcast sur le site de McKinsey sont les indicateurs. On parle beaucoup d'indicateurs agiles en scène. Ce qu'il explique aussi, c'est que les horizons, ça ne se pilote pas avec les mêmes indicateurs. Vous ne pilotez pas l'horizon 1 avec les mêmes indicateurs que l'horizon 3. Et vous avez ici les indicateurs qui sont préconisés par McKinsey pour piloter les horizons. Du retour sur investissement en horizon 1, de la création de valeur en horizon 2 et des créations d'options en horizon 3. Donc on ne pilote pas de la même manière les trois horizons et on ne pilote pas avec les mêmes profils. Et troisième chose que j'ai notée intéressante dans ce podcast, c'est qu'il dit, si vous voulez que l'horizon 3 fonctionne, eh bien souvent, il faut que ce soit séparé de l'entreprise. Physiquement, hiérarchiquement, budgétairement. Pourquoi ? Parce que ces trucs qui sont très disruptifs en avance de phase, quand ils sont noyés dans l'entreprise, eh bien, ils sont rattrapés par tout le jeu politique et ainsi de suite. Et du coup, c'est des choses qui peuvent être tuées dans l'œuf, alors qu'en fait, ça peut être l'avenir de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on voit souvent des joint ventures, des choses comme ça, ou des startups, les entreprises investissent sur des trucs à côté, complètement dissociés de l'entreprise, justement pour permettre à ces produits de l'horizon 3 de potentiellement voir le jour. Donc ça, c'est le framework de McKinsey qui est décrit sur leur site. Ça répond au dilemme de l'innovateur. Alors vous me direz, mais quel est le rapport avec SAFe, du coup ? Eh bien, SAFe s'appuie sur ce framework de McKinsey dans son Lean Portfolio Management. Vous le trouverez sur le poster, ici à gauche, je l'ai entouré dans ce qu'on appelle des guardrails, des rambardes. Non seulement SAFe s'appuie sur le framework de McKinsey, mais en plus il dit que c'est une rambarde pour éviter les sorties de route. Donc imaginez que vous êtes sur la 13 en train de partir en Normandie, vous avez des rambardes le long de l'autoroute. L'idée d'une rambarde, c'est si vous avez un accident, au moins vous restez sur l'autoroute. Vous ne faites pas des tonneaux dans le fossé. Donc ce que dit SAFe, c'est que cette pratique, c'est un moyen de garder le cap de la gestion budgétaire. Donc c'est assez important dans le framework, c'est pour ça que c'est marqué guardrails, c'est dans les guardrails. Mais c'est également une compétence, ça fait partie également des compétences préconisées par SAFe pour développer la business agilité, compétence qui est liée à la stratégie, la gestion du budget. Donc on le trouve également dans le panneau des compétences là-bas. Alors comment SAFe, lui, le représente ? Il ne le représente pas du tout de la même manière que McKinsey. Il le représente de cette manière-là. Donc c'est une autre représentation de l'investissement par horizon de McKinsey. Donc comment ça marche ? Eh bien, on va plutôt penser en mode flux. Vous disiez, on parlait de cycle de vie produit, donc plutôt en mode flux. Donc vous avez une sorte de tuyau avec les traits en gris ici à l'écran. Le tuyau, le point d'entrée, c'est l'horizon 3. Donc l'horizon 3, justement, ce sont ces produits basés sur des nouvelles technos qu'on va tester aujourd'hui, qui potentiellement assureront l'avenir de l'entreprise dans un troisième temps. Et SAFe met à cet endroit-là un gros stop, un gros panneau stop, en disant on est sur une logique de test, on va investir sur ces trucs-là, mais peut-être qu'il y en a qui n'arriveront jamais nulle part, et vaut mieux les tuer maintenant que de continuer à avancer si on sait que ça ne va nulle part. Ensuite, dans ce tuyau, on avance, et vous voyez qu'il y a un rétrécissement dans le tuyau, on rentre en horizon 2, donc l'émergence, j'en ai parlé tout à l'heure, et on voit que SAFe a rajouté en bleu décommission. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est des produits sur lesquels on a déjà investi, ils ont passé l'horizon 3, donc on s'est dit il y a un potentiel, on a déjà investi, mais peut-être qu'à un moment donné, on apprend, on découvre que ça n'ira jamais en horizon 1, ce ne sera jamais une vache à lait, et donc on décide de décommissionner, peu importe l'argent qu'on a déjà investi. Et puis vous retrouvez dans le tuyau après un élargissement, où là on retrouve nos vaches à lait, notre horizon 1, avec nos produits qui sont positionnés. Et SAFe rajoute un horizon 0, un quatrième horizon de temps, parce qu'il y a des produits, je vous ai montré potentiellement qui sont en déclin, et il y a peut-être des produits qu'il faut tuer. Il y a peut-être des produits qui ne fonctionnent plus, qui aujourd'hui coûtent de l'argent à l'entreprise, et il est important de les décommissionner parce qu'ils n'apportent plus de bénéfices. Ils sont sortis de l'horizon 1, sont d'anciennes vaches à lait, mais il y a besoin de budget pour les décommissionner. Donc SAFe rajoute l'horizon 0 dans cette approche de McKinsey. Ce qu'on note, c'est pour ça que j'ai mis le tableau en gris en bas, c'est qu'on n'est pas tout à fait sur le même horizon de temps. Dans l'approche de McKinsey, l'horizon 3, il le voit à 5 à 12 ans. On est très en avance de phase. L'horizon 2, on est entre 3 et 5 ans, et l'horizon 1, entre 0 et 3 ans. Là, les horizons de temps par SAFe, c'est beaucoup plus court. Vous voyez que horizon 1, on est sur l'année courante, horizon 1, horizon 0 sur l'année courante, horizon 2, 1 à 2 ans, et horizon 3, 3 ans. Donc horizon de temps beaucoup plus court, SAFe voit l'innovation beaucoup plus rapidement.
L'approche de McKinsey, quand on voyait les bulles avec les virgules au-dessus, en fait, personne ne la comprenait. Il fallait vraiment comprendre que c'était des S qui s'enchaînaient pour les comprendre. Donc Safe, ils ont complètement retiré ça des slides. Et moi, je préfère cette représentation-là parce qu'en fait, si on superpose les courbes que je vous ai montrées, les courbes produits qu'on a montrées, notamment les courbes en S, et bien en fait, on est complètement en train de suivre en fait, le cycle de vie d'un produit. On retrouve ici les différentes phases, avec la phase de création, croissance, maturité et déclin. Et on retrouve également les courbes d'adoption de Moore avec les différentes populations qui vont suivre en fonction des différents horizons. Donc c'est beaucoup plus intuitif que la représentation de McKinsey. Ça permet de beaucoup mieux se projeter. Un truc que je ne vous ai pas dit, quand on voit sur le slide ici les petits cubes, chaque cube est un produit, enfin, j'ai dit, mais il y a différentes tailles. Ça représente quoi ces différentes tailles de cubes? En fait, c'est le volume budgétaire qu'on a réparti sur chacun des produits. Et du coup, je vais essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire ce genre d'approche, comment est-ce qu'on peut pratiquer une répartition budgétaire de cette manière-là, parce que c'est assez disruptif quand on a l'habitude de faire du projet. Donc du coup, comment gérer un budget par horizon de temps? La première étape, c'est déjà d'identifier, de prendre son portefeuille produit et d'identifier dans quel cycle mon produit est en train de se trouver. Est-ce qu'il est en phase de début, en phase de croissance, en phase de maturité, en phase de déclin? On a des produits, ils sont dans quel cycle? Et déjà, rien que de faire cet exercice-là, je peux vous assurer que ça peut faire prendre une prise de recul. Donc on le répartit nos produits par horizon de temps, en fonction du cycle du produit aujourd'hui. Deuxième étape, l'idée, c'est de faire de la répartition budgétaire. Donc il faut savoir quel est le budget que l'on va avoir pour faire tourner notre portfolio. Alors là, on rentre un petit peu dans Safe. Safe fait tourner ce qu'on appelle un Dual Operating System. C'est l'approche de John Kotter qui préconise, pour développer l'agilité business d'une entreprise, pour aller prospérer à l'ère du digital, il préconise de faire tourner en parallèle la hiérarchie, la structure de l'entreprise, qui sont les fonctions régaliennes, le marketing, la DSI, les achats, la DRH, et ainsi de suite, qui assurent la stabilité, qui assurent l'efficience. Donc on a ça d'un côté. Et de l'autre côté, il préconise de faire fonctionner ce qu'il appelle un réseau. Peu importe d'où on vient dans l'entreprise, si on travaille sur un produit, sur une solution, on travaille dans une logique de collaboration. Et c'est ça qu'on va faire tourner avec les trains. Donc il y a en parallèle le Dual Operating System, la hiérarchie, la structure de l'entreprise en gris, et en bleu, cette logique de réseau avec les trains qui tournent dedans. Deux structures qui fonctionnent en parallèle de l'entreprise. Et un portfolio safe, le budget qui est utilisé dans un portfolio safe, c'est pour financer le bleu, c'est pour financer le réseau. Ce n'est pas pour financer tout ce qui se passe dans l'entreprise. Donc déjà, la première question à se poser, c'est quel est le budget que j'ai pour faire tourner mon réseau, pour faire tourner mon portefeuille. Il y a un budget global alloué pour l'entreprise qui finance tout. Et dans ce budget global, il y a une sous-répartition pour faire fonctionner mon portfolio, pour faire fonctionner mes trains. Donc, première question, quel est mon budget pour faire tourner mon portfolio? Ensuite, on passe à l'étape numéro 3. On va réfléchir justement par horizon de temps. Combien d'argent je vais allouer en horizon 1? Combien d'argent je vais allouer pour l'horizon 2? Combien d'argent je vais allouer pour l'horizon 3? On a une réflexion stratégique, d'innovation, en se disant je pense à l'avenir, et avant de parler projet, avant de parler produit et ainsi de suite, déjà je vais décider d'une répartition budgétaire par horizon. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais c'est une règle. Le budget, il est réparti déjà par horizon de temps. Et quatrième étape, une fois qu'on a décidé ça, eh bien, on va réfléchir à quel budget on va allouer par flux de valeur. Donc, on fait un énorme raccourci par train. Et après, chaque train va réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire, quel produit on va faire évoluer ou quel produit on va créer dans chaque horizon pour justement dépenser son budget. Quand vous suivez cette approche-là, approche en entonnoir, place mon produit en cycle de vie, quel est mon budget pour mon portfolio, comment je répartis dans mon portfolio déjà par horizon, et après je répartis par value stream et par produit, vous allez avoir un résultat qui est un petit peu étonnant. Il y a une prise de recul qui va se poser, qui va arriver. Vous allez déjà avoir une réflexion stratégique. Et déjà, mon entreprise, qu'est-ce qu'elle veut faire aujourd'hui? Où est-ce qu'elle va demain? Vous allez tirer la stratégie de l'entreprise. Et des fois, il y a des surprises. Des fois, on se rend compte qu'il y a un trou. On n'a pas pensé à demain. On est la tête dans le guidon, le tyrannie de l'urgence. On veut juste investir dans le présent, développer des business qui sont là. On ne pense pas à ce qui se passe derrière. Ça va développer justement un équilibre budgétaire entre les deux. Ça va développer l'organisation que l'on va faire derrière. Parce que si on finance de cette manière-là,
on va vraiment rentrer dans une logique capacitaire. Le saint graal des coachs agiles, quand on emmène une transformation, on va avoir une logique capacitaire pour avoir des équipes stables, des gens dédiés à 100% qui peuvent rester focus sur un sujet. Ça va tirer tout ça. Et donc le résultat, ce sont des produits comme ça, répartis par horizon de temps. Et j'insiste, hein, la taille des cubes, c'est le volume budgétaire par produit qui est réparti. Donc ça, c'est un peu comment ça marche. Et la dernière question que je me suis posée, et en tirant les références de SAFe, eh bien, est-ce qu'il existe un nombre d'or dans cette répartition budgétaire? Et ils ont poussé un article dans SAFe qui vient de HBR. L'article, je l'ai mis en ref en bas, Managing Your Innovation Portfolio. Et dans cet article, un truc super intéressant, c'est qu'ils expliquent, donc c'est une étude, hein, il y a toutes les références de l'étude dans l'article, ils expliquent que les entreprises qui performent, qui surperforment, elles ont une stratégie d'investissement budgétaire 70-20-10. 70% de leur budget sur l'horizon 1, 20% de leur budget sur l'horizon 2 et 10% de leur budget sur l'horizon 3. Google fait ça. Ce qu'il explique, c'est que ça rassure, dans l'article, ce qu'il explique, c'est que ça rassure les marchés financiers. On travaille la rentabilité aujourd'hui, on investit dans l'avenir. Donc les entreprises qui surperforment, 70, 20, 30. Après, il y a plusieurs facteurs qui vont impacter ce choix de répartition budgétaire. Vous avez d'abord le choix, le secteur d'activité de l'entreprise. Donc il y a des exemples, les deux premiers en bas du slide, avec deux typologies, deux secteurs d'activité différentes. Là, il y a une entreprise de biens de consommation et une entreprise industrielle diversifiée. Où l'entreprise de consommation, ils expliquent que généralement, l'horizon 3, il n'y a pas beaucoup d'innovation disruptive à aller chercher. Donc ils ont une répartition budgétaire 98-2%. Les entreprises industrielles diversifiées, elles suivent ce qu'on s'est dit 70-20-10. Après, il y a d'autres critères à considérer, comme la proposition concurrentielle sur le marché. Est-ce qu'on est leader, ou plutôt on est challenger? Et enfin, troisième critère à regarder, c'est le stade de développement de l'entreprise. Et c'est là où il y a deux autres exemples qui sont donnés dans l'article, entre une entreprise qui est déjà en croissance et une entreprise qui est en train de se créer. Vous avez des répartitions complètement différentes. Une entreprise à croissance, vous avez sur 45 en horizon 1, 40 en horizon 2 et je ne sais plus combien en horizon 3, ça fait 10% je crois. Et les nouvelles entreprises, ça va être complètement l'inverse par rapport à les entreprises qui surperforment. C'est 70% en horizon 3, 20% en horizon 2 et 10% en horizon 1. Complètement inversé par rapport à des entreprises leaders sur leur marché. Donc existe-t-il un nombre d'or? Non. Mais le constat, c'est que les entreprises qui surperforment ont une répartition 70-20-10. Alors du coup, si on résume tout ça, tout ce qu'on s'est dit, eh bien, le premier point dans cette logique d'investissement par horizon, mon idée, c'est d'essayer de vous donner envie d'utiliser cette pratique dès maintenant pour votre budget 2022, c'est de penser produit et non plus projet. Lorsque vous essayez de remplir, de positionner vos produits dans ces investissements par horizon déjà, vous allez identifier vos produits, vous allez vous poser la question dans quel cycle de vie, stade du cycle de vie ils sont, et donc vous n'êtes plus en train de penser projet, mais penser produit. Ensuite, deuxième point, c'est qu'il ne faut pas confondre l'innovation incrémentale de l'innovation disruptive. C'est deux choses complètement différentes. Quand on fait de l'innovation incrémentale, on investit dans le courant, on affine le courant. Le disruptif, c'est des choses qu'on ne sait pas encore. On essaye de trouver ce qui va se passer demain. Deux choses complètement différentes. Le troisième point, c'est qu'il faut gérer les trois horizons simultanément. C'est l'argent généré aujourd'hui, le cash de l'entreprise généré aujourd'hui qui permet de financer les produits de demain. Si vous attendez de ne plus avoir de cash, vous n'avez plus de capacité d'investissement. Pour gérer les trois horizons, il est important d'avoir des profils différents et d'avoir des indicateurs de pilotage différents. Donc, bonne question, qui pilote et comment il pilote. Ensuite, H3 est souvent séparé de l'entreprise. Donc ça peut être un peu compliqué, mais souvent c'est une entreprise à part qui se crée, des joint ventures, ainsi de suite, pour justement permettre à ces produits de peut-être voir le jour. Et enfin, il n'y a pas de nombre d'or. Il faut juste être clair sur son niveau d'ambition. C'est-à-dire que c'est un choix au démarrage, avant de commencer à faire la répartition budgétaire. J'investis par horizon avant de penser à ce que je vais faire. Et là, je vous ai dit les 70, 20, 10. Donc, j'ai essayé de décrire un petit peu cette pratique pour essayer de donner envie sur la base du chiffre de 18%. Et si je m'arrête là, il ne va pas se passer grand-chose. Alors, ce que j'ai préparé pour cette conférence, c'est un kit.
Un kit d'atelier, je l'ai mis en téléchargement sur notre site, sur notre page LinkedIn. Et donc, je vous propose de regarder comment est-ce qu'on peut faire un atelier d'investissement par horizon de temps. Donc dans ce kit, vous trouverez un panneau pour monter l'atelier. Le panneau, vous l'avez, c'est encore en PowerPoint. Donc vous trouverez un... C'est pas possible. Bon, je ne peux pas vous montrer l'atelier que je voulais vous montrer. J'arrive pas à le projeter. Bon, c'est pas grave, je vais le faire à l'oral. Donc il y a un kit qui est en téléchargement sur notre page LinkedIn. L'idée, c'est que je vous ai fait un panneau avec en trame de fond justement le tuyau présenté par Safe, qui est vide. Et l'idée, c'est d'utiliser ce panneau soit en physique, soit dans des outils comme IOBA pour mener cet atelier-là. Et je vous ai mis dans ce kit un fichier Excel pour pouvoir essayer de faire cette répartition budgétaire et surtout regarder entre ce qui a été décidé dans la répartition et la manière dont vous l'avez réparti par vos projets, est-ce que ça correspond en fait. Donc il y a un fichier Excel qui vous montre justement sous forme de graphique si vous êtes dedans ou si vous êtes à côté. Ça va être très utile pour les Agile PMO, c'est prêt à l'emploi. Alors c'est un truc de base, hein, vous regarderez le truc, c'est pas super évolué, mais ça a le mérite de pouvoir exister. Je suis désolé, je voulais vous le montrer, mais là, je peux pas projeter. On est sur le stand là-haut, je peux vous le montrer là juste après. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà, j'ai fini cette session sur l'investissement par horizon. N'hésitez pas à essayer. Je vous assure que si vous essayez de positionner vos produits de cette manière-là, votre exercice budgétaire ne va pas se passer du tout de la même manière. Et le résultat sera beaucoup plus pertinent pour votre entreprise. Et je me tiens à vos dispositions pour les questions. Merci Renaud. Alors j'ai une question toute simple, c'est est-ce que tu peux mettre le lien du kit dans le chat? Tu peux utiliser mon PC. Sinon, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci. Arnaud, vas-y, je t'en prie Arnaud, vas-y. Alors d'abord, merci pour cette présentation que j'ai trouvée très intéressante et très éclairante. J'ai une question et une remarque. Oui. J'ai été un peu étonné quand tu as parlé de la répartition budgétaire sur les différents horizons, oui. Qui est un maximum d'investissement dans l'horizon 1. Moi, j'aurais plutôt mis dans l'horizon 2, où on construit des nouvelles choses alors qu'on entretient dans l'horizon 1. Donc ça m'a un petit peu surpris. Oui. Et ma vraie question derrière, parce que là je n'attends pas forcément une réponse sur cette remarque-là, c'est quand tu parles de dire l'horizon 3, il faut le mettre à part. J'ai pas l'impression que ce soit ce que préconise Safe, puisque Safe met tout ensemble et justement dans un flux. Et je me pose la question, c'est si on met ces innovations à part, si on crée à part, que devient à terme l'entreprise initiale qui va disparaître au final, puisqu'elle va être remplacée par cette nébuleuse de start-up qui va être créée au fil du temps. Alors, déjà sur l'horizon 2. Pourquoi plus en horizon 1, horizon 2 ça touche le graphique qui est dans l'étape 2 ici en haut là. C'est un nouveau graphique. Enfin, je l'ai trouvé début du mois. Ils ont sorti un article avancé sur le sujet. Et en fait, ce qu'ils expliquent là-dedans, et c'est pour ça que je l'ai mis là, c'est que le budget d'une entreprise, la majorité du budget d'entreprise, en fait, c'est pour faire tourner l'entreprise. Et c'est pour ça que vous avez une énorme répartition budgétaire en gris. Sauf que cette part du budget, c'est pour faire tourner les fonctions régaliennes. Donc la compta, la RH, la DSI, ainsi de suite. C'est la structure, la hiérarchie. Une majorité du budget de l'entreprise, c'est fait pour faire tourner l'horizon 1.
de l'entreprise. Mais on n'est pas en train de parler de safe, on n'est pas en train de parler des flux de valeur. C'est-à-dire qu'il faut faire tourner la structure. Donc une grosse partie de l'entreprise est là. C'est pour ça que vous avez une énorme bulle grise ici. Et effectivement, si tu regardes la partie bleue, donc qui est allouée au Lean Portfolio Management, eh bien, il y a beaucoup plus d'investissements sur l'horizon 2. Donc c'est ta réflexion, ta question, en fait, elle est traduite là. C'est que souvent, on a l'impression, quand on parle du budget safe, que c'est tout le budget de tout. Non, c'est qu'il y a un budget pour la hiérarchie, il y a un budget pour le réseau. Et nous, on parle que du réseau. Ouais. Si je comprends bien, le slide où tu as montré tous les schémas de répartition budgétaire, tu parles d'une répartition globale de l'entreprise et pas simplement la répartition qui est dédiée aux produits, comme tu as expliqué tout à l'heure. C'est mon interprétation, parce que dans l'article, ils ne parlent pas du framework de McKinsey. Ils utilisent d'autres termes. Ils parlent de transformationnel, des choses comme ça. Donc moi, mon interprétation, c'est effectivement, ils parlent de tout le budget global. Effectivement. La deuxième question, excuse-moi, j'ai perdu le fil. Oui, là, c'est un article, encore une fois, qui ne parle pas de safe, qui est basé sur une étude. Après, je me suis posé des questions. Finalement, quand on parle de faire tourner le Dual Operating System, quand on parle de faire tourner des flux de valeur de développement dans une organisation virtuelle, on est un peu en train de séparer. Alors, ce n'est pas complètement séparé parce qu'on est toujours dans l'entreprise, mais c'est déjà un petit peu séparé. Donc, pour moi, ça va déjà dans ce sens-là. Le fait de faire tourner des réseaux virtuels, des trains de cette manière-là, on est déjà en train de séparer les logiques d'innovation par rapport, pour ne pas se faire attraper par la culture. C'est un pas, je suis d'accord que c'est un pas, mais on est déjà dans cette logique-là. Ouais, moi aussi, j'ai deux questions. Comment t'expliques la différence de temporalité qu'il y a entre McKinsey et Safe? Parce qu'elle est quand même géante, enfin, elle est super grande, et ça m'a... J'ai pas compris dans ta conf, qui était excellente d'ailleurs, mais vraiment cette différence de temporalité. Et est-ce que les produits, ça marche aussi pour des produits immatériels, enfin, on va dire intellectuels, quoi? Alors, la différence de temps m'a choqué aussi. Horizon 3, Safe le présente à horizon 3 ans, McKinsey le présente à horizon 5-12 ans. C'est pas la même chose, hein. On parle du coup plus de la même disruption. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé ça. Safe, ils sont vraiment dans une logique d'aller vite, hein, dans une logique de flux. Ils veulent augmenter réduire le time to market et ainsi de suite. Donc je l'interprète comme ça. Mais je pense qu'en fait, Safe ne parle pas de la même innovation que McKinsey à la base, pas de la même disruption en fait. Je pense que McKinsey voit un côté disruptif beaucoup plus fort que ce que Safe présente dans le Lean Portfolio Management. C'est comme ça que je l'interprète. Moi, mon interprétation, c'est que Safe est dans de l'innovation sur des produits digitaux qui vont beaucoup plus vite, et McKinsey vont être sur de l'innovation plus sur des produits industriels, enfin sur des choses qui demandent plus de temps de réflexion et de préparation. Et est-ce que ça peut se faire sur des produits matériels? Voilà, j'avais préparé dans IOBEA l'application au training de Publicis parce qu'on a commencé il y a 2 ans à le répartir comme ça. Et en fait, nous, on le fait sur des formations. Donc en horizon 1 aujourd'hui, moi j'ai la PSPO1, j'ai la PSM1, j'ai la Lean Safe, l'Implementing Safe. En horizon 2, j'ai la LPM, j'ai l'architecte, j'ai la RTE. En horizon 3, on est en train de travailler sur du micro-learning, c'est-à-dire que d'autres manières d'apprentissage, et on est en train de poker des trucs avec un logiciel qui s'appelle Edzo. Donc on se l'applique sur des formations. Et ça marche très très bien. Et ça nous permet, nous, d'anticiper la suite sur des produits qui commencent à, par exemple les formations Scrum, on voit que c'est en déclin. Donc ça s'applique parfaitement bien. Donc ça marche bien, ça marche vraiment bien. Bonjour, merci Renaud. Là, dans tout ce que tu as dit, tu parles de l'entreprise. Est-ce que ce schéma peut s'appliquer sur un département? Est-ce qu'ils évoquent le cas? Oui, complètement. Et du coup, il faudra rajouter une étape qui est le budget de ton département. Et après, si tu as la main sur la gestion de ton budget département, c'est génial. Tu peux complètement appliquer ça. Après, c'est comment tu reconsolides derrière. Si tu es en projet au-dessus et que tu as une gestion par produit, la conso, après, il faut regarder quelles sont les passerelles. Mais oui, tu peux déjà le faire à ton niveau. Il faut avoir les leviers. Oui. Bonjour, merci Bonjour. pour la présentation. Est-ce qu'on peut en déduire que c'est la fin des départements recherche et développement? Alors, ils en parlent dans l'article. Et ce qu'ils disent dans l'article, c'est qu'il faut faire attention à ça, parce que souvent, ces départements, ils sont financés par une taxe. C'est-à-dire qu'on taxe les autres départements pour financer l'innovation.
Et les gens qui sont les départements qui se font taxer, en fait, ils n'aiment pas, parce que ça leur retire. Voilà. Et du coup, ce qu'ils préconisent, c'est justement de sortir l'entreprise pour éviter ce genre de système qui, finalement, ne va pas chercher la collaboration, et plutôt cherche à créer des silos. Donc, est-ce que c'est la fin? Je ne sais pas. Mais il y a des mécaniques qui déclenchent des comportements derrière, et ça ne va pas dans le bon sens. D'autres questions dans la salle? Non. Il n'y en a pas en ligne pour l'instant, donc je pense que c'est l'heure aussi d'aller manger. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Renaud. Renaud, tu peux mettre le rôti? Tu peux mettre le rôti. N'oubliez pas, n'hésitez pas à mettre vos feedbacks. Voilà, merci.